Voilà, maintenant on peut attaquer la formule du rang. La formule du rang, on va les démontrer là tout de suite. D'abord, oui, qu'est-ce que c'est que le rang? Le rang, c'est d'une application linéaire, on est en dimension finie, c'est la dimension de l'image. On l'appelle le rang. Bon, c'est comme ça. La formule, elle nous dit que la dimension du noyau plus le rang, c'est-à-dire la dimension de l'image, est égale à la dimension de E. Donc ça va être très très fort, parce que, en fait, c'est un avant-goût de la dualité. Ça veut dire que entre noyau et image, il y a une relation. On avait vu que la dimension du noyau nous permettait de voir l'injectivité, la dimension de l'image nous permettait de voir la surjectivité, et là, on voit qu'il y a une relation entre les deux. Et cette relation, elle est là. Si on la regarde, et si on a un tout petit peu un sentiment d'injustice fort en soi, bon, un tout petit peu fort en soi, ça ne veut rien dire, donc on se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal. La dimension ici, plus cette dimension, c'est la dimension de E. Donc, notez bien que E, c'est l'ensemble de départ. Pourquoi l'ensemble d'arrivée n'est pas intervenu là-dedans? Pourquoi on ne voit pas l'ensemble d'arrivée? C'est injuste. Pourquoi il y en a toujours pour E et pas pour F? Alors, c'est là où la dualité va nous rétablir F. Si vous remplacez, donc je vous le dis comme ça, hein, pour ceux qui ça choquerait, bon, d'abord ça fait du bien de voir que c'est l'ensemble de, voilà, l'espace de départ qui est important, hein. Mais pour ceux que ça choquerait, bah, passez à la dualité, c'est-à-dire ici vous avez codim de ker F, donc la codimension, donc dim de E moins dim de ker F, et codim ici de im de F, donc c'est la dimension de F moins la dimension de im de F, et ben vous allez avoir élimination, et là vous allez avoir la dim de F. Donc si vous voulez, vous avez une formule duale qui dit codim de ker F plus codim de im F égale dim de F cette fois-ci, et la justice est enfin rétablie. Ça fait un pas de plus pour la paix dans le monde. Et oui, bien sûr. Et merci Gaston. Voilà, on a un militant avec nous. Alors, on va montrer cette formule et on commence par un petit lemme. C'est un lemme qui sert pas qu'une fois, hein, c'est pas un lemme Kleenex, hein, comme ces lemmes là qu'on trouve dans le commerce. C'est un lemme pérenne que vous pouvez garder, comme les mouchoirs en tissu. Vous avez, c'est dégoûtant, donc rappelez-vous bien de ce lemme, hein, il va être important, pas que pour cette preuve. Ensuite, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Soit F une application linéaire et S un sous-espace vectoriel, on peut regarder la restriction de F à S, et elle est injective, d'accord, si et seulement si ker de F et S sont en somme directe. C'est vraiment pas difficile, regardez la preuve, bon, vraiment, moralement, elle fait qu'une ligne, quoi, hein. Qu'est-ce que c'est que, bon, l'injectivité, autant dans les applications ensemblistes, ça se regarde avec une relation d'équivalence, mais là, ça se regarde juste avec un noyau. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'injectivité? On va la voir à partir du noyau de F, de la restriction de F à S. D'accord? F, la restriction de F à S reste une application linéaire, hein, puisque c'était déjà linéaire sur E, c'est linéaire quand on le restreint à S. Et ce noyau-là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'ensemble des éléments X tels que f de X s'annule avec X dans S. Ben, bien sûr, c'est S inter ker de F. Ça, c'est une tautologie. Ça, ce truc-là, presque, j'ai envie de dire, ça se démontre même pas, c'est tautologique. D'accord? Donc, à quelles conditions c'est injectif? Ben, si et seulement si
ce noyau est nul, c'est-à-dire si et seulement si ça c'est nul, cette intersection est nulle, S inter KRF est nul, et donc si et seulement si KRF et S sont en somme directe. Voilà, hein, c'est vraiment tout bête, mais faudra y repenser, ça sert à d'autres moments. Ok, preuve. Maintenant de la formule du rang. Hein. Soit S un supplémentaire, donc je prends un supplémentaire, donc c'est pas qu'un truc en somme directe, là cette fois-ci, c'est un supplémentaire de ker F dans E, c'est-à-dire que E c'est la somme directe de S et de ker F, et ce qui fait que la dimension de S, c'est la dimension de E moins la dimension de ker F. D'accord? Et en plus de ça, d'après le lemme, la restriction de F à S est injective. Donc maintenant, je vais considérer G. Alors G, c'est pas tout à fait la restriction de F à S, parce que la restriction de F à S, ça va de S dans F. Là, je vais non seulement faire une restriction à S, mais faire ce qu'on appelle une co-restriction, c'est-à-dire que je vais aussi limiter, là je limite mon espace de départ, mais je vais aussi limiter mon espace d'arrivée, parce que c'est pas la peine d'aller plus loin que im de F, le reste, il n'y aura rien. Il n'y aura rien d'autre que des éléments de im de F. Donc je peux restreindre à im de F, d'accord? Je prends un élément x dans S, je lui associe g de x, et par définition, g de x, c'est tout simplement f de x, et je vérifie que f de x est bien dans im de f. Ça aussi, c'est une tautologie. Donc ça, c'est ça va être une application linéaire de S dans im de f. Ben, on sait déjà que c'est injectif, G est injective, ça on l'a vu avant, parce que la restriction de F à S est injective, donc l'injectivité, ok, et ben maintenant je vais montrer que G est un isomorphisme. Ben oui, c'est un isomorphisme, il suffit de montrer que c'est surjectif. Oui, pourquoi c'est surjectif? Il faut que je prenne un élément Y, que je regarde s'il a un antécédent, mais un antécédent dans S. Donc Y, il est dans im de F, ça veut dire qu'il existe x tel que f de x est égal à y, mais pour l'instant, x est dans E, parce que f va de E vers f. Donc maintenant, j'ai plus qu'à décomposer x en une partie du noyau et une partie de S, puisque par définition, S et ker f sont supplémentaires dans E, donc tout élément de E, je peux le décomposer comme ça. Et maintenant, je réécris que y égale f de x, mais x, j'écris xk plus xs. Par linéarité de f, j'ai f de xk plus f de xs, mais f de xk, comme ça c'est dans le noyau, et ben ça fait 0, et donc il ne reste plus que f de xs. Donc j'ai trouvé mon antécédent de y, mais cette fois-ci, il est bien dans S. Donc ça veut dire que G, ici, est un isomorphisme, c'est injectif et surjectif. L'image d'une base est une base, ça on l'a vu, donc ils ont même dimension. Et donc la dimension de im f, c'est la dimension de S, mais la dimension de S, c'est, on l'a vu, la dimension de E moins la dimension de ker f, parce qu'ils sont supplémentaires, et donc ça nous donne la formule du rang, et si on veut, la formule, on appelle la formule du corant, ici, et ça, c'est dim de f. Voilà, comme ça, si on veut. Voilà, ça rétablit la justice de l'écrire comme ça. Très bien. Alors, on vient de voir un résultat important, et un résultat important se calcule à son nombre de corollaires, et il y en a plein. On va voir quelques corollaires. Le premier corollaire, qui n'est pas forcément le plus utilisé ce sera le second, c'est que si on prend petit f dans L de EF, donc une application linéaire de E dans F, alors F est surjectif si et seulement si la dimension du noyau est égale à la dimension de E moins la dimension de F. On retrouve que si la dimension de F est plus grande que la dimension de E, strictement plus grande, ben ça va devenir négatif et on n'a aucune chance d'avoir une surjection. Ça, on le savait. C'était... voilà. Alors, comment ça se démontre? D'abord, pourquoi c'est un résultat intéressant? Parce que la surjectivité, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup. L'injectivité, les noyaux, c'est quelque chose qu'on aime mieux. D'accord? Parce que pour surjectif, il faut inventer un antécédent.
Là, on n'a rien à inventer, il suffit d'écrire ceci égale 0, et puis d'aller tout droit, hein, en quelque sorte. Donc bon, c'est vrai que là, du coup, on passe de quelque chose qu'on n'aime pas trop faire, et là, à quelque chose qu'on aime un peu mieux faire. Donc c'est une bonne... hein, quand vous voyez une équivalence dans un théorème, hein, regardez ce qui est difficile et ce qui est plus facile. Hein, et généralement, pour la preuve, c'est l'implication. Voilà, bon, j'arrête là. Ici, la preuve, f est surjective. Bah, si seulement si l'image de petit f c'est grand f, ça c'est une définition. Si et seulement si le rang, donc la dimension de lim de petit f c'est lim de grand f, ça c'est pas tout à... On l'a déjà vu, hein, ça vient du fait que quand on est inclus, pour avoir l'égalité, ici on a une inclusion, et pour avoir l'égalité, il suffit d'avoir la dimension, ça c'est des choses qui proviennent de ce qu'on a vu sur les espaces vectoriels. Et donc, maintenant, avec la formule du rang, plaf, on sort ça, et c'est fini. Vous voyez? Donc, on a bien hein, cette équivalence. Pour une fois, on n'a pas fait une application et une réciproque. Tout est équivalent. Ok. Alors, bon, bah tiens, on verra. On va peut-être pouvoir maintenant s'attaquer au dénombrement des applications surjectives, maintenant que ça se ramène à ça. On va voir. Corollaire. Ici, f appartient à AND de E, c'est-à-dire c'est une application linéaire qui va de E dans E. C'est à l'intérieur de E. Donc, maintenant, on a que f est injectif, si et seulement si f est surjectif, si et seulement si f est un isomorphisme. Voilà. Hein, donc, si f est injectif, bah, vous voyez que le noyau est nul, et comme ici f c'est E, bah, vous voyez qu'on a bien cette égalité, donc on a bien la surjectivité d'après ce corollaire, d'accord? Et si f est surjectif, bah, f est injectif, parce que, bon voilà, c'est la réciproque de ça, de toute façon, on va dans l'autre sens. Donc ça provient directement de cette formule, avec dim de f égale dim de E. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, vous voyez que vous pouvez avoir un corollaire un petit peu plus général, où en remplaçant f dans AND de E, on le remplace par f dans L de E grand F, avec dim de f égale dim de E. Hein, donc ça, c'est quand même important. Alors ici, f injectif, f surjectif, donc à partir du moment où il sera injectif et surjectif, ce sera un isomorphisme, on dit aussi un automorphisme, d'accord? Et isomorphisme, justement, ce sera quand f sera différent de E, mais de même dimension, comme on vient de voir. C'est important de voir quelques contre-exemples, et les contre-exemples, j'insiste sur le fait qu'on est en dimension finie. En dimension infinie, c'est faux. Donc ça venait de la dimension finie parce que on a des dimensions obligatoirement finies ici, sinon ça ne veut rien dire. Mais regardez, vous prenez, dès que vous voulez des contre-exemples, et regardez la dimension finie, commencez par regarder les polynômes. Donc vous regardez les polynômes, et là vous avez une application linéaire qui est claire, donc un endomorphisme hein, des polynômes, qui à P donne sa dérivée P'. Et c'est surjectif. Ben oui, puisque on peut toujours trouver une primitive d'un polynôme, d'accord, hein, voilà. Et c'est injectif, ben non, vous voyez. Pourtant c'est un endomorphisme. C'est pas injectif parce que deux primitives sont à une constante près. Hein, d'accord. Donc les constantes vont vers 0 si vous voulez. Donc vous voyez que ça devient faux. Et maintenant, vous pouvez aussi avoir quelque chose de injectif mais non surjectif. Vous regardez la multiplication par x, à un polynôme on associe x fois p, et bien ça c'est injectif, d'accord, parce que l'anneau est intègre, donc quand on va multiplier par p, si on dit que c'est égal à 0, on peut simplifier par x et ça fait p égale 0, donc le noyau de mu x est nul, c'est injectif. Bon, c'est évidemment linéaire, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est clairement linéaire
distributivité, si vous voulez. Et maintenant, ce n'est pas surjectif, parce que l'image, ce sont les polynômes qui s'annulent en zéro. D'accord? Donc tout polynôme ne s'annule pas en zéro. Et donc, c'est pas surjectif. Voilà. C'était les contre-exemples. Et puis, bon, bah maintenant, tiens, bah, j'ai bien envie d'essayer de regarder si on peut compter les surjectifs sur un corps fini, maintenant, puisque il n'y a plus de... Ça y est, on est passé de l'autre côté.